Bonjour, je suis Thierry Pertuiseau et je vous accueille aujourd'hui au musée Saint-Rémy de Reims où je présente une exposition d'une grande partie de mes œuvres qui s'appelle Traversée et qui est malheureusement suspendue à cause du confinement du Covid-19, de la Covid-19. J'ai donc demandé à mon ami Arnaud Hetzig de réaliser un petit film afin qu'on en conserve la trace et qui nous présentera une balade virtuelle au cœur de cette exposition. Alors voilà, nous sommes arrivés à l'intérieur du musée, dans la principale montée d'escalier qui mène à la salle des tapisseries. Et donc je présente la première de mes grandes peintures, qui s'appelle en l'occurrence La Chute. C'est une pièce que j'ai réalisée spécialement pour cet espace-là, qui m'intéressait parce que je trouvais qu'il y avait un rapport à mes préoccupations qui me semblait évident, puisque j'aime beaucoup travailler en lien avec la thématique du vertige. Le vertige lié au rapport au temps, à la durée, à la relation qu'il y a à l'histoire de la peinture. Et puis je trouvais que c'était un espace qui était assez baroque et donc j'ai voulu faire une grande composition qui soit une composition d'esprit baroque. Donc ici nous sommes devant l'entrée de l'exposition, où je présente cette première grande pièce qui s'appelle No Man's Land. Et donc j'ai choisi à travers cette première composition, cette grande composition, d'aborder un sujet qui était pour moi un sujet central et qui me préoccupait beaucoup, très, très symbolique du moment que l'on vit aujourd'hui, à travers effectivement la question des migrants, que j'ai voulu aborder d'un point de vue plus métaphorique, là aussi, plus large, en traitant, en trouvant un parallèle, en abordant une mise en regard avec la grande composition de Géricault, le radeau de la Méduse, bien entendu. Pour construire mes peintures, j'utilise toujours au préalable des images, soit que je fabrique moi-même, que je prends à partir d'un appareil photo numérique, soit que je prélève sur Internet. En l'occurrence, pour travailler de cette composition, j'ai été chercher des photos, des documents d'information sur le net. Et donc, en repartant du principe de la structure de l'image numérique, j'ai essayé de construire une composition qui joue d'un jeu discursif dans les plans, dans l'image, dans la fragmentation de ce qui est proposé. C'est-à-dire qu'on a une composition qui paraît relativement homogène, mais qui est en fait fabriquée de plein de morceaux de plans, qui sont juxtaposés les uns à côté des autres, parfois avec des ruptures, avec des fragmentations dans l'image, ce qui me semblait intéressant aussi du point de vue de la transposition, de la brutalité de la situation. Voilà, ça donne une transposition plastique de ce que suppose qu'une situation vécue telle que celle-ci implique. Maintenant, j'essaye aussi de considérer que ça, c'est avant tout de la peinture et que le but est de construire un tableau. Et donc, donc de construire aussi une matérialité à cette image. J'inverse donc la proposition numérique en introduisant de la matérialité à mon image, notamment en utilisant des fragments découpés de tissu monochrome qui jouent du point de vue, bien entendu, d'abord de la couleur, qui induit un espace particulier et singulier, mais aussi à travers des fragmentations d'images qui jouent sur des gros plans, sur parfois des choses moins définies, comme ce qu'on voit ici, un peu plus flou, un peu plus compliqué au niveau de la façon dont on peut nommer les choses. Tout ça, pour moi, ça contribue à donner cet esprit chaotique qui est lié à la situation du sujet. Avec l'accord du musée des Beaux-Arts de Reims, nous avons pu présenter cette œuvre importante de Jacques-Louis David, qui est une des versions du Marat assassiné de David, qui m'a semblé intéressant de présenter de façon concomitante avec ma grande composition No Man's Land, parce que pour moi, cette figure-là, au-delà du contexte historique de la représentation de la figure du Marat, c'est surtout la métaphore du naufragé que je vois dans cette peinture. Et je trouvais intéressant de mettre en exergue ces deux images, ces deux types d'imagerie, parce que ça nous dit aussi beaucoup sur notre condition humaine, je pense. Alors voici Provignage, le tableau le plus ancien de cette exposition que j'y présente. C'est une peinture
qui aborde la question du paysage et notamment d'un paysage qui m'est familier puisque c'est celui de la vigne. Je suis issu d'une famille de vignerons et donc je connais bien le sujet. Je voulais aborder cette question-là avec ce rapport d'intimité et de proximité que m'inspire ce sujet. Ici, nous sommes donc devant un des tableaux de la série Territoire polymorphe, où la question du paysage est abordée de façon particulière. J'essaye d'une part de redonner de l'ambiguïté à la lisibilité du sujet, c'est-à-dire que initialement, on représente effectivement, sont représentés des branchages, l'idée de l'arbre, mais de telle manière qu'il puisse aussi en induire une interprétation tout autre, quelque chose de plus charnel, de plus corporel. Nous sommes ici devant le premier tableau de la série Figures variables, où j'avais envie de travailler autour de la question du portrait. Mais un portrait très baroque, un portrait qui joue aussi là de l'ambiguïté de sa représentation et de sa situation dans l'espace. Il fallait qu'on ait une sensation de vertige dans la façon dont les choses sont présentées. Est-ce qu'on est au-dessus? Est-ce qu'on est en dessous d'une situation? C'est une composition qui s'appelle Eden, Eden 1 et Eden 2, qu'on a rapproché pour la nature de cette expo. Ce qui m'intéresse, c'est de jouer sur l'ambiguïté aussi, là encore, de la nature de la représentation. En l'occurrence, pour traiter de la question d'un paysage, notamment, je vais jouer sur des différentes natures d'échelles. Voilà. On a des échelles qui sortent des conventions habituelles et qui créent là aussi l'ambiguïté. On a des découpes qui sont aussi qui sont plus du tout naturalistes. On a l'usage de l'anamorphose, par exemple, qui recrée là aussi une ambiguïté dans l'interprétation du tableau. Parfois de la feuille d'or, ici, avec la dorure, qui nous permet encore d'autres relations à l'histoire de l'art, à la question de la symbolique et du sacré. Bien entendu, la relation au thème de la vanité, qui intervient ici aussi à travers la représentation de l'anamorphose du crâne. Donc là, nous sommes à côté de deux peintures qui font partie, pour l'une de la série des figures mixtes et pour celle-ci, de la série des figures variables. On peut avoir recours, bien entendu, encore une fois ici, à des variations au niveau de l'échelle, de la découpe des éléments qui sont rapportés frontalement à la surface de la toile. Là, j'avais envie de faire une composition presque panthéiste, voilà, avec une idée, là encore, assez baroque, avec un autoportrait ici, renversé, qui part du principe de la figure variable dont on a vu tout à l'heure la représentation, et puis d'y inclure des éléments qui sont liés à des représentations animalières, on va dire, et tout ça dans un espace là encore assez indéfini, assez chaotique, assez ouvert. Donc une autre composition de la série des figures variables, c'est figure variable 5. Là on a encore des éléments de représentation qui sont suspendus dans un vide supposé. Cette idée de mise en abîme pour moi est importante parce qu'elle est aussi la métaphore du vivant, de la vie. Voilà. Donc ici nous sommes devant Géographie variable. Voilà, c'est une des plus grandes pièces que j'ai réalisées qui fait plus de 6 mètres sur 4 et qui est une pièce importante dans mon parcours. C'est un travail qui est à cheval entre deux cultures, la culture européenne, occidentale, dont je suis issu, bien entendu, et la culture orientale, qui est une culture qui me passionne et m'intéresse depuis des années. J'ai intégré la dimension orientale dans le traitement de l'espace, dans la thématique de certains choix de motifs, comme les fleurs de cerisier, les cerisiers en fleurs, le motif de fond bleu, et la culture occidentale à travers la représentation de la viande, de la chair, et donc induite à travers le thème de la nature morte. J'ai mélangé les deux, et ça a donné cette composition assez singulière qui s'appelle les géographies variables, et qui pour moi représente ce qui nous éloigne et nous rapproche tant à travers l'histoire de l'art. Donc là nous sommes devant figure variable 1,
qui est une pièce de 5 mètres, un peu plus de 5 mètres par un peu plus de 2 mètres de large. L'idée est encore de représenter une composition à partir de la représentation de ma famille, mais de façon complètement décontextualisée, c'est-à-dire que j'ai voulu éclater dans l'espace la représentation à l'échelle 1 de chacune des figures qui composent ce tableau. Ici, nous sommes devant icône diptyque 1. Et j'avais travaillé à partir des tapisseries du Sacre de Clovis qui sont présentes au Palais du Tau. Donc là, j'ai refait une composition très ouverte qui reprend des figures qui appartiennent à la composition de ces grandes tapisseries, mais que j'ai là aussi essayé d'actualiser et de décontextualiser. D'une part parce que je trouvais intéressant d'essayer de trouver des correspondances plus ouvertes entre les deux œuvres, toujours selon le principe que j'interroge le présent en regard du passé et de l'histoire, et puis essayer de voir quels étaient les contrepoints qui pouvaient exister entre cette époque-là et la nôtre. Donc j'ai repris des figures assez ouvertes, comme bien sûr la figure de l'évêque ou du postulat, voilà, tel qu'il existe aussi à travers des peintres plus contemporains, de Velázquez jusqu'à Bacon. Donc c'était intéressant de réinvestir cette figure-là. On a la figure centrale d'un personnage qui serait entre le guerrier et l'ouvrier, qui me semblait intéressant de mettre en exergue par rapport aux figures du soldat en armure qui existe dans les tapisseries. Et puis bien sûr la suggestion du footballeur qui est notre soldat moderne d'aujourd'hui. Voilà. Alors avec l'idée d'une présentation en diptyque qui reprend le jeu de la prédelle dans la présentation gothique, avec la sculpture qui apparaît en ronde bosse. Là l'idée c'était simplement d'intégrer une figure qui pouvait avoir un potentiel symbolique, en l'occurrence ici un rhinocéros, et de l'intégrer, le traiter comme la ronde bosse de la sculpture gothique en 3 parties, et puis de l'intégrer à la composition de façon à ouvrir là aussi des possibilités d'interprétation. Donc là c'est une autre version de la série Icône diptyque 2. En l'occurrence, j'ai voulu trouver une correspondance entre la représentation des Maures qui étaient dans les tapisseries du Sacre de Clovis à travers la correspondance de la figure du petit sureur d'origine cubaine ou africaine, enfin bon, des figures récurrentes qui existent à travers l'histoire de nos sociétés contemporaines. Il me semblait intéressant d'établir un parallèle entre ces deux types de représentation, deux natures de représentation. Et puis on a ici une figure encore en ronde bosse, voilà, avec qui sont simplement une possibilité de lecture très ouverte de ce que pourrait être la représentation d'une figure sculptée. Voilà, mais je voulais qu'on soit dans l'idée de l'anonymat et de ce que suggère de façon très simple le papier froissé et accordé de telle manière qu'on puisse ensuite interpréter tout ceci très librement, comme toujours. Donc ici nous sommes devant une des versions du rocher percé, qui est une grande composition, qui fait partie d'un ensemble qui a été réalisé en résidence d'artistes au Québec, à Percé, qui est un endroit magnifique en bord de mer, dans une région qui s'appelle la Gaspésie. Et puis de là, un conservateur de musée brillant, qui s'appelle Jean-Louis Lebreu, a créé un espace d'exposition dans une ancienne morutière qui est devenue le Chaffaut, et qui a accueilli mon travail à travers une grande exposition en 2015. Donc j'ai abordé ce travail de façon très particulière en pensant beaucoup à Monet, et notamment à sa représentation de la falaise d'Étretat. Et donc je me suis dit que ça serait un beau clin d'œil d'essayer d'aborder cette question-là à ma façon. Ça c'est la deuxième composition de Percé le rocher. Et donc, ce que je voulais simplement ajouter, c'est qu'en parlant avec Jean-Louis Lebreu, qui est le conservateur du musée Le Chaffaut, Jean-Louis me disait souvent que ce fameux rocher, qui est un site naturel fabuleux, lui faisait penser à la seule cathédrale d'Amérique du Nord. Et je trouvais donc aussi intéressant d'avoir un lien entre cette cathédrale nord-américaine et la cathédrale de Reims, bien entendu. J'avais, en Gaspésie, eu l'occasion de partir avec des pêcheurs pour une saison de pêche sur les bateaux. Là-bas, ils pêchent le homard. Et donc,
j'avais été étonné par le fait que lorsqu'il sortait les casiers de la mer, il remettait à l'eau les restants de maquereaux qui servaient à pâter les homards, et donc il y avait des nuées d'oiseaux qui venaient se nourrir à cette occasion. Donc un autre exemple des volières. Simplement ici, on a la figure du fou de Bassan, puisqu'à Percé, il y a aussi des colonies très importantes de ces oiseaux. Donc là, nous sommes devant Chronos from Norway. Donc c'est un tableau qui, bien entendu, utilise un thème mythologique, le thème de Chronos, pour aborder une question qui est peut-être plus contemporaine, qui est notre rapport au temps. Et donc notre rapport au temps et à ce que représente aussi cette solitude existentielle que l'on doit affronter par rapport à la nature de cette question-là. C'est ce que j'essaie de représenter ici. Donc voilà, ici nous avons un travail sur des tondi, un tondo des tondi, puisque ça vient d'italien, qui sont des tableaux de format circulaire et qui sont issus là d'une rencontre avec une autre culture à laquelle je m'intéresse depuis maintenant quelques années et où je me rends assez régulièrement maintenant, sauf en période de Covid comme en ce moment, alors que je devrais y être, qui est la culture chinoise. Et donc je suis allé en Chine de nombreuses fois maintenant et j'y travaille, j'ai des galeries qui représentent mon travail. Et donc là j'ai fait une série que j'ai appelée Entrer dans la ronde, qui a un jeu de mots bien entendu, un jeu métaphorique, où l'idée est de parler de la fugacité des moments vécus, des instants vécus dans des circonstances les circonstances du voyage qui sont toujours des instants fugaces. Donc j'ai essayé de représenter cette idée de la fugacité à travers des figures qui s'allongent, qui s'étirent, dont on n'arrive pas réellement à déterminer la nature, avec simplement quelques éléments qui par contre se disent table ou fenêtre, voilà, chose très simple, mais qui parle de la fugacité de l'instant vécu, du temps vécu. Ici, on a une autre pièce qui s'appelle Ciel jumeau, mais qui introduit aussi cette espèce de vertige du présent, hein, de la façon dont on est embarqué dans nos vies et combien parfois dépassé par les aventures que l'on y découvre. Et donc on est dans cette espèce de rapport de dualité, de gémellité aussi, où on essaie de coller à l'instant. Est-ce qu'on y colle, est-ce qu'on y arrive, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça pose des questions de cet ordre-là. Ça, c'est une autre série qui s'appelle Je Jonas. Donc, Je Jonas, bien entendu, comme son nom l'indique, est tiré du grand récit mythique de l'histoire de Jonas qui se fait manger par la fameuse baleine. Je vous invite à découvrir la signification de ce mythe. En tout cas, moi, ce qui m'intéressait encore ici, c'était de le mettre en perspective, en écho à la situation du naufragé. Du naufragé qui est quelque part la figure allégorique de la nature humaine, de ce que ça suppose que de traverser cette vie, au propre comme au figuré. Donc là, nous sommes dans une partie de l'exposition qui me tient à cœur également, puisque on est devant la Pietà de Saint-Marco, qui est une des pièces qui fait partie des collections du musée Saint-Rémy, que je trouve magnifique, qui m'a énormément touché quand je l'ai découverte, de par la nature de sa représentation et la qualité de son exécution. Et puis je me suis demandé comment aborder un sujet tellement symboliquement chargé, puisqu'il représente aussi la quintessence de la tradition chrétienne et donc de notre propre culture. Et comment aborder ces questions-là sans que ce soit sous l'aspect religieux qui ne m'intéresse pas du tout. Bien entendu, je veux conserver mon entière liberté en tant qu'artiste et pour aborder de façon très, très ouverte cette œuvre magnifique. À partir de photographies que j'ai prises de la sculpture, j'ai réorganisé une composition très ouverte, uniquement en utilisant que les parties drapées de la sculpture, en les recomposant, en les réorganisant dans la surface carrée d'une toile tendue sur châssis qui fait 2,40 m par 2,40 m, en essayant de les aborder uniquement d'un point de vue graphique pour conserver ce rapport sculptural à l'objet, de manière à traiter vraiment par la lumière et le trait le rapport au volume, bien entendu, et retrouver une forme de mystère, d'interrogation,
de suggestion à travers le jeu des voiles et de la lumière qui transparaît entre des clairs-obscurs, qui j'espère donne cette espèce de sentiment d'intériorité qui est dégagé par l'œuvre originale dont elle s'est inspirée. Voilà. Alors ici, nous sommes devant les versions attenantes à la première composition que j'ai réalisée à partir des drapés et des voiles, où j'ai justement réintroduit la notion de la figure centrale à travers une version profane de la représentation de la Vierge. Voilà, je m'en sers d'un point de vue iconographique et j'essaie d'interroger ce rapport-là à l'image en essayant de constituer une représentation sans dessus-dessous qui interroge justement sur la prégnance de ces symboles dans notre regard aujourd'hui et qui interroge aussi la question du sacré, c'est-à-dire qu'est-ce que nous pouvons encore croire, où se situe la foi, des choses de cet ordre-là, je pense qu'on peut interroger, qui ont du sens. Bien que moi je sois plutôt athée, peut-être agnostique, en tout cas, c'est des questions qui me semblent intéressantes d'interroger à travers la pratique des arts et bien entendu en regard de notre propre culture. Donc nous avons une autre version de la représentation de Autre Pietà, où là je me suis intéressé à la déstructuration de la représentation, de cette représentation de l'image, en intégrant presque un effet Doppler dans la façon dont l'image se déstructure, se décompose. Ce qui nous renvoie dans une certaine mesure à la façon dont on reçoit nous-mêmes les images aujourd'hui à travers le numérique. Hein. Et souvent, quand on travaille avec l'image ou qu'on utilise l'image ou qu'on voyage à travers l'image numérique, on se rend compte qu'il y a des effets de pixelisation, de déformation de l'image, du sujet qu'on est en train d'observer ou de la documentation qu'on consulte. Et donc, je me suis rendu compte que ça conditionnait énormément la perception qu'on avait du réel. Donc c'était aussi une façon de travailler là-dessus et de réintroduire l'idée du palimpseste, du voilage, à travers cette espèce de bande, d'impression, de gravure. Parce qu'il faut quand même dire, ça c'est important, que ce sont des gravures sur bois qui ont été réalisées sur différentes plaques, bien entendu, que j'ai imprimées moi-même dans l'atelier, à partir de papier que je rapporte de Chine, et donc que j'imprime moi-même sur ma presse dans mon atelier. Voilà. Alors voilà, là c'est un espace, une alcôve, un bel endroit où je trouvais intéressant de présenter ce tableau qui s'appelle Autre Pietà 1, qui est aussi une façon de transposer le sujet de la Pietà, mais de façon à ma manière, en reprenant un petit peu les questions qui traversent mon travail. En les reprenant sous cette forme et donc faire une espèce de représentation, de figuration profane de ce sujet. Voilà, c'était ce qui m'intéressait, ça donne quelque chose d'assez étrange et encore bien entendu libre d'interprétation à tout à chacun. Donc ça c'est un portrait qui s'appelle An Angel, voilà, An Angel parce que c'est le portrait d'un ami qui s'est fait tatouer sur le corps l'Apocalypse selon saint Jean de Dürer. Voilà, c'est une série de gravures qu'a réalisé Dürer, dont il existe un exemplaire de cette série à l'hôtel Le Vergeur à Reims. C'est pour ça qu'on nous a prêté pour l'exposition quelques représentations du Saint-Michel et des cavaliers de l'Apocalypse qu'on retrouve représentés en tatouage sur le corps de cet ami dont j'ai fait le portrait. Je trouvais intéressant cette correspondance-là. D'une part, c'était un clin d'œil aussi, bien entendu, aux collections qui existent à Reims, et puis d'autre part, à la façon dont ce que suppose cette relation à l'histoire et la façon dont on se l'approprie, dont il se l'est approprié, avec ce regard chaleureux et ce sourire jovial dont fait preuve cet ami qui donne beaucoup à l'esprit de cette peinture. Donc là, nous sommes devant une œuvre qui s'appelle Canicule, qui est un diptyque que j'ai construit comme pouvant être aussi présenté séparément. C'est-à-dire chaque composition, chaque toile comporte sa propre composition, mais crée aussi un ensemble qui a sa cohérence, bien entendu, en tant que portrait, en tant que représentation,
en tant que sujet. Voilà. Je trouvais intéressant d'aborder la question du paysage sous l'angle justement la représentation du portrait, avec un côté assez anglais, je trouve, dans la nature de la représentation. Ça m'a amusé de le faire, j'ai trouvé ça intéressant aussi de voir à quel point il y a de la porosité naturelle dans nos pratiques artistiques et que quand les choses se déroulent, viennent de cette façon, on doit se laisser porter avec plaisir dans la réalisation de certaines œuvres. Donc là, c'est une autre version de Jeu Jonas qui reprend exactement les mêmes principes que ce que j'avais présenté ultérieurement. L'idée de l'isolement de la figure, de la décomposition, de la déstructuration de l'espace était quelque chose qui m'intéressait. Il y a toujours la figure récurrente aussi je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la première photo, représentation du tableau, il y a les visions aussi de la prise de vue à partir de l'appareil numérique, l'appareil photo numérique. Moi je trouve ça intéressant, ça dit aussi pas mal sur la façon dont on est aujourd'hui, seul, avec nos prothèses. Voilà. Donc là nous sommes devant Dancer Dancers, qui est le témoignage de ces jours passés en Chine ces dernières années. J'avais effectivement réalisé une résidence d'artiste dans le sud de la Chine, dans une région qui s'appelle le Guangxi, qui est presque à la frontière vietnamienne, vraiment dans le sud. Et à cet endroit, j'ai fait la rencontre d'une communauté de peuples autochtones qui s'appellent les Shuang, qui sont à cheval entre le Vietnam et la Chine, et c'est des gens qui m'ont beaucoup touché. Et donc qui ont une culture très, très vivace et il m'a semblé intéressant de leur rendre hommage à travers ce tableau qui aussi représente la fugacité de ces instants vécus. C'est une autre version de Dancer Dancers, c'est Dancer Dancers 2, où je reprends la figure effectivement des danseuses Shuang, toujours avec cette idée de la fugacité, de cette rencontre rapide et magnifique. Et j'essaie de décontextualiser l'image comme je le fais de temps en temps, et je l'introduis dans un paysage qui est complètement un paysage très différent de sa provenance, puisque c'était des Fauts-de-Verzy. Mais en tout cas, j'ai trouvé que cette rencontre-là entre deux lieux et deux sujets très différents avait du sens et produisait une propre singularité dans la suite des expériences chinoises, avec toujours ce lien, ces fameux danseurs Shuang qui n'ont cessé de m'échapper et d'imprégner la mémoire. J'ai choisi d'aborder, de reprendre le thème d'Orphée, donc de traiter là aussi d'un lien à la mythologie, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose dans la façon de perdre l'intensité d'un moment vécu, avec tout ce qu'il y a de puissant, de fort, de beau dans ces rencontres. De le perdre de cette façon-là me faisait penser un petit peu à ce fameux mythe qui nous parle du désir, et du désir qui est inaccessible, puisque au moment où on peut le concrétiser, le matérialiser, il nous échappe finalement, et on le perd à tout jamais. On est encore dans ce rapport à la fugacité de l'image, avec un jeu de va-et-vient entre une figure de l'ordre du souvenir, de la prégnance, et la figure du reflet qui nous échappe perpétuellement. Voilà, à travers un ton d'eau, et je l'ai traité de cette façon-là. Voilà, donc ici nous sommes en face de Still Life 1, qui est une série qui date de 2008-2010, où j'ai essayé d'aborder le sujet de la nature morte, mais de façon très libre. Et donc j'ai choisi d'une part d'utiliser le titre Still Life, parce que je trouvais d'un point de vue littéral que c'était plus juste. Still life, ce qui veut dire en anglais, si on traduit littéralement, c'est la vie figée. Je préfère l'idée de vie figée à nature morte, et donc déjà ça correspondait plus à l'esprit de ce que j'avais l'intention de représenter, et donc de l'aborder de façon très ouverte, en reprenant, en étant à cheval entre quelque chose de très décoratif
et qui reprend les codes de la représentation de la nature morte, notamment ici des poissons, mais qui n'en sont plus si on les observe bien. Et puis des éléments floraux, voilà, qui recomposent et dynamisent la surface. Donc là, nous avons Still Life 4 et Still Life 5 qui repartent du même principe. On retravaille encore sur l'idée de la nature morte, plus particulièrement autour du thème de la vanité. C'est pour ça qu'il y a la représentation de crânes, voilà, de crânes anamorphosés, souvent, et qui s'étirent, un peu plus ici. Donc le recours à l'anamorphose, c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé dans la peinture, notamment du XVIIe ou XVIe. On pense à Holbein, notamment la fameuse toile des ambassadeurs. Et puis donc moi je l'aborde de cette façon-là. J'ai essayé de... C'est une interrogation, bien sûr, ça se pose la question de la vie, de la mort, du temps qui nous est donné, enfin bref. Et j'avais trouvé surtout ce qui m'a donné l'envie de travailler sur le sujet des vanités à travers ces compositions-là, c'était la découverte de ce tissu, ce bleu très particulier, qui était un bleu que j'avais trouvé au marché Saint-Pierre à Paris, qui était une fin de série d'Agnès B, voilà, et qui a une intensité chromatique étonnante, et donc ça crée aussi un effet de spatialisation puissant. Donc là on est devant une composition qui s'appelle Big Bang, qui se présente en 4 éléments différenciés. Chaque élément a sa composition propre et peut fonctionner en soi. Mais j'aime bien l'idée justement de démultiplier la puissance du mouvement, de la composition. C'est pour ça qu'on est dans une espèce de forme centripète, c'est-à-dire qui balance son énergie vers l'extérieur. Et ce qui me faisait penser un petit peu à la germination des plantes au printemps. Voilà, il y a quelque chose qui était de cet ordre-là. On est presque dans une représentation cosmogonique du rapport à la nature, et ça m'intéresse de l'aborder de cette façon-là. Donc oui, ça c'est une série qui s'appelle Confiné, qui a été faite à l'occasion du premier confinement. Et donc c'était des photos de nos petites filles avec lesquelles on ne pouvait communiquer que via Skype ou certains réseaux sociaux de cette nature, voilà. Et donc moi j'ai fait des photographies d'écran et je me suis dit je vais faire une série de peintures qui aborde qui traite du sujet de la distance, voilà, de la distance et de la façon dont on a d'y remédier via nos prothèses numériques aujourd'hui. Donc voilà, on arrive à la fin de cette visite. Le but étant bien entendu de vous donner l'occasion de la découvrir, vu que l'exposition a été interrompue par la fermeture du musée à cause du confinement lié au Covid. Bien entendu, moi je considère que la peinture est quelque chose qui se partage, qui se vit à plusieurs, même si elle se fait de façon isolée dans l'atelier des artistes. Elle se partage et donc il me semble naturel effectivement que grâce à ce film on puisse restituer cette expérience, ce plaisir qu'on a eu à créer des œuvres et à les réaliser dans le but essentiellement de cette exposition, de cet écrin au musée Saint-Rémy à Reims, et que ça vous donnera l'envie de découvrir plus mon travail, de revenir le voir à d'autres occasions et à ce qu'on puisse se rencontrer de visu pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez de mon travail et qu'on puisse en discuter avec plaisir ensemble. Merci.